raide de la flotte humaine, AR devant lui, les coins de sa bouche se tordirent vers le bas, dans un mépris à peine dissimulé. Ils se qualifient eux-mêmes de « sales bestioles ». Vraiment, sa voix dégoulinait de mépris. Le grand amiral était un fier guerrier de l'ascendance Vorton, c'était un bipède à 2 bras avec des écailles vertes et des yeux jaunes fendus. Le grand amiral portait la même armure vide moulante que le reste de sa flotte. C'était une ensemble noire avec des épaulières en acier et un insigne de grade centré sur la poitrine. Une cape rouge de cérémonie pendait des épaulières. Kehar ne portait pas de casque, mais son armure de bras générait une bulle de force qui lui fournissait de l'air, de la chaleur et de la pression s'il se trouvait dans le vide. Ses dents étaient longues et pointues, et sa collerette était d'un jaune et d'un orange éclatant. L'officier tactique, un jeune Hénin dont Kehar n'avait pas pris la peine d'apprendre le nom, s'éclaircit la gorge nerveusement. « Ce sont des terriens, grand amiral. Les humains ont baptisé leur planète Terre, monsieur, ce qui signifie « terre ». Kehar claqua sa queue avec irritation. Ces primitifs mangeurs de dong sont même pas capables de trouver un nom correct pour leur propre monde. Comment suis-je censé les prendre au sérieux? Le pont du Ravaging Flame vibrait d'une énergie silencieuse, tandis que son équipage travaillait à ses postes, effectuant des scans détaillés de la flotte défensive humaine. Les énormes capteurs du Dreadnought analysaient chaque détail des vaisseaux devant eux. Ils étaient bien conçus, cela, Kehar devait le reconnaître. 5000 vaisseaux triangulaires élégants, aérodynamiques, dotés d'ailes leur permettant de voler dans l'atmosphère. Leur système d'alimentation était méticuleusement stable, sans aucune décele surtension ou les variations de fréquence que Kehar avait observées chez d'autres primitifs. Pourtant, il s'agissait d'une force dérisoire. Le plus grand vaisseau de ces sales bestioles ne mesurait que 300 mètres de long jet, n'était équipé d'aucun bouclier énergétique, constata Kehar en zoomant sur l'un des plus gros vaisseaux humains. Leurs coques sont faites d'un composite rudimentaire et d'alliage métallique et leurs systèmes de propulsion sont primitifs, ricana-t-il. Quant à leurs armes, des canons électromagnétiques et d'estorpiles nucléaires, autant lancer des pierres, se moqua-t-il. C'est exactement ce qu'ils font. Monsieur le vice-amiral Rexus, la voix posée de Sankupa court aux réflexions méprisantes de Kehar. Je pense que nous devrions faire preuve de prudence. Ces humains ont choisi de s'allier à la République Jalia en sachant que nous étions en guerre avec eux. Soit ils sont suicidaires, soit ils savent quelque chose que nous. Que pourraient-ils bien savoir? Oh, Kehar fit un geste dédaigneux vers l'écran. Regardez cette flotte, elle ne vaut pas un seul de nos croiseurs. Je sais que les Jalia étaient désespérés de trouver des alliés, mais ça... Il secoua la tête. C'est embarrassant. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Stinsista. Toutes les autres espèces recrutées par les Jalia ont eu accès à la technologie. Cette flotte aurait au moins dû être équipée de boucliers, ils en avaient le temps, cela n'a aucun sens que les Jalia n'aient rien partagé avec les humains, leur flotte de défense ne devrait pas être aussi primitive. Les franges du cou de Sainte se hérissèrent. Quelque chose ne va pas. Kehar s'interrompit, réfléchissant à cela. Serait-ce un piège? Comment les flottes de la République Jolia étaient-elles en fuite? Même s'ils voulaient aider les vaisseaux Jolia les plus proches, étaient à plusieurs jours de là. Les Dirtlings auraient-ils pu mis en place quelque chose eux-mêmes? Kehar en doutait. « Tu t'inquiètes trop, Sainte, » répondit le grand amiral. Peut-être que les humains sont simplement trop primitifs pour utiliser correctement la technologie Jalia ou que les Jalia ont réalisé à quel point ils étaient inutiles et ne leur ont rien donné. Son collerette frémit, pensif. Ou peut-être que faire venir les Dirtlings n'était qu'un moyen de gagner du temps, un sacrifice. Notre flotte d'extermination ne l'est. Mettre sous pression si nous sommes occupés à exterminer une bande de primitifs sans valeur. Peut-être, dit Stri d'un air dubitatif. Je ne comprends pas pourquoi les humains accepteraient une telle chose. L'ascendance Varar a exterminé toutes les espèces qui ont tenté de se rallier à la République Jalia. Les humains doivent savoir qu'ils sont peut-être primitifs, mais je doute qu'ils soient suicidaires. C'est probablement le désespoir.
dit Keyar-il, désigna l'écran du capteur. Regarde ce système. Pas de cristaux de cilia, pas de zigar, pas de supraconducteurs d'aucune sorte. Aucun des matériaux que nous utilisons pour alimenter notre technologie ne se trouve ici. Ce ne sont que des éléments de base. Keyar renifla. Je suis presque impressionné. Les pauvres Weaskaenix ont réussi à atteindre l'espace. Il se retourna vers l'écran tactique pour étudier la formation de la flotte humaine. Ils s'étaient disposés en un écran défensif écran défensif lâche à plusieurs secondes-lumière de leur monde natal, se plaçant entre la flotte de Keyar et la planète Dirt. Leurs vaisseaux maintenaient une distance prudente les uns par rapport aux autres, malgré leur nature primitive. Leur positionnement témoignait d'une intelligence tactique évidente. Stride osa tout de même. Le positionnement de leur flotte montre au moins une certaine réflexion tactique et nous avons des rapports faisant état d'une activité importante dans leur ceinture d'astéroïdes. Ça suffit, Kigar. Je te remercie pour ton conseil, vieil ami, mais nous savons tous les deux ce qui se passe ici. Les Jolians sont désespérés et les Dirtlings étaient une proie facile. Ces imbéciles primitifs sont sacrifiés et ils ne le savent même pas. Il secoua la tête. J'ai presque pitié d'eux. Mais ce quiconque est assez stupide pour défier l'ascendant des Votar avec une technologie aussi primitive mérite l'extinction. Certaines espèces sont tout simplement trop stupides pour vivre. Keyar redressa sa cape de cérémonie. Commence les préparatifs de la flotte. Je veux que nos vaisseaux soient en formation d'attaque dans l'heure. Alors que son équipage s'affairait pour exécuter ses ordres, Keyar s'autorisa un petit sourire. Les Dirtlings lui offriraient au moins un divertissement modéré. Aussi primitifs et stupides fussent-ils, au moins ils venaient l'affronter. Keyar appréciait ce genre de mentalité guerrière. La plupart des espèces fuyaient lorsqu'elles apprenaient son arrivée. Qui sait, ils pourraient même se battre, mais probablement pas avec leurs armures métalliques et leurs projectiles ridicules derrière IND. Derrière lui, le vice-amiral Sain observait l'écran tactique avec inquiétude, notant l'activité continue dans la ceinture d'astéroïdes. Keyar le remarqua mais ne dit rien. Saint avait toujours été un guerrier. Le grand amiral Keyar observait avec satisfaction, alors que sa flotte fendait le vide en direction de la ligne défensive humaine et la flamme dévastatrice menait la formation, son énorme trou brillant sous la lumière lointaine du soleil terrestre derrière elle, 11 autres dreadnoughts. De la 3e flotte d'extermination se déplaçaient en parfaite synchronisation, leurs ports d'armes brillant d'une énergie à peine contenue derrière les dreadnoughts. 1 millier de croiseurs lourds volaient en chaque croiseur mesurait 200 km de long et transportait suffisamment de puissance de feu pour détruire à lui seul les humains. La flamme ravageuse était un chef-d'œuvre de l'ingénierie Voltar. C'était une sphère de 5000 kilomètres, plus grande que la plupart des lunes. Les flammes renforçaient l'ensemble du blindage qui abritait les systèmes d'armes les plus avancés de l'espace connu. De multiples couches de boucliers énergétiques scintillaient, d'une lumière irisée, chacune capable de repousser des impacts capables de briser une vraie lune. Des batteries de plasma et des canons à particules parsemaient sa surface, tandis que des faisceaux de conversion de matière attendaient silencieusement dans leur logement, prêts à réduire les vaisseaux ennemis en atomes. La flotte était un témoignage de la doctrine militaire Voltar. Là où les Jalia comptaient sur le nombre, les Voltaires concentraient leur puissance autant que possible. Un vaisseau Voltar était une force imparable écrasante. La masse imposante de la flotte de Keyar réduisait quelque peu sa mobilité, mais les Jalia ne pouvaient pas fuir éternellement. La République n'avait encore remporté aucune victoire contre une flotte d'extermination. Les forces de Keyar pouvaient détruire 100 000 vaisseaux Jolia sans même ralentir. « Bonjour, amiral !» La voix du capitaine Filio Bakaveit, le ton précis et sec d'un officier de carrière. La flotte maintient sa formation. Tous les vaisseaux, signalez la capacité maximale de vos armes et boucliers. Keyar acquiesça d'un signe de tête approbateur. Bissac était tout ce qu'un capitaine volard devait être. Efficace, professionnel et totalement dévoué à la chaîne de commandement. Il manquait un peu d'imagination. Mais Keyar n'avait jamais vu d'officier plus solide. Excellent capitaine.
Il est temps de nous mettre à portée de tir. 4 heures et 19 minutes à la vitesse actuelle, monsieur. Beeson consulta son écran. La flotte humaine n'a pas modifié sa position défensive. Bien sûr que non, répondit Kehar en esquissant un sourire narquois. Ces pauvres idiots pensent probablement qu'ils peuvent nous combattre. Il se tourna vers le vice-amiral Ster qui étudiait les écrans tactiques avec son intensité habituelle, toujours préoccupé par ses primitifs. Rexus, avant que Saint n'ait le temps de répondre, l'un des officiers de communication se redressa brusquement. « Monsieur, nous recevons une transmission de la flotte humaine. » Oh, la queue de Kehar remua avec amusement. Ça devrait être intéressant. Voyons voir ce que ces sales bestioles ont à dire. L'écran principal alluma, révélant un humain. La créature était étonnamment semblable à un volard dans sa structure de base, mais son visage était plus plat et sa peau d'une douceur répugnante, sans une seule écaille ni un seul os. C'était une chose rose pâle surmontée de cheveux gris courts. L'humain ne portait pas d'armure, mais un uniforme stylisé en tissu. Des insignes de grade ornaient son col et de petits rubans, et des morceaux de métal brillants alignés en rangées, ordonnés, bordaient sa poitrine. C'est l'amiral Stephen Corsair de la force de défense stellaire Terran. La voix de l'humain était grave et assurée, ne laissant transparaître aucune des craintes que Kehar avait exprimées. Vous êtes dans l'espace terranet, vous approchez de notre monde natal. Identifiez-vous et déclarez vos intentions. Kehar s'avança et se redressa de toute sa hauteur. Même à travers l'écran, il dominait l'humain. « Amiral, je suis le grand amiral, Vus Kehar, de la 3e flotte d'extermination de l'ascendance Votar. » Il insista sur le mot « extermination » avec indélectation particulière. « Quant à mes intentions, eh bien, une espèce aussi primitive que la vôtre pourrait avoir du mal à comprendre les complexités de la politique galactique. » L'expression de l'amiral Corsair resta impassible. « Nous sommes peut-être primitifs, mais nous ne sommes pas stupides. Je sais reconnaître une force d'attaque quand j'en vois une. Et vous, Kehar ?» L'amusement grandit. « Vous êtes très observateur. Je vais vous parler clairement, Salvodar. L'Ascendance est engagée dans une guerre d'extermination contre la République, Jalia. Votre race primitive et pathétique a choisi de s'allier à la République Jalia. Cela signifie que nous sommes en guerre d'extermination contre vous. » Kigar pencha la tête et agita son cou. Des fanons et du mépris. Je dois toutefois admettre que je suis surpris que les Jalia aient été assez désespérés pour accepter des créatures telles que vous. Vous êtes tellement primitifs que vous pensez encore que lancer des pierres est une forme acceptable de guerre. Je suppose donc que vos intentions sont hostiles. L'image de l'amiral Corsair restait mobile sur l'écran de visualisation, ses traits burinés ne trahissant aucun signe d'intimidation. C'est dommage. Bonjour, amiral Kehar. Ceci est votre seul avertissement. Retirez immédiatement votre flotte. Les écailles de Kehar ondulèrent d'un rire à peine contenu. L'audace de l'humain était presque admirable, d'une manière pathétique. Mon seul avertissement? Il fit mine d'examiner ses écrans tactiques. Je ne vois rien qui mérite d'être signalé de saleté. Tout ce que je vois, c'est une faible bande d'imbéciles qui attendent d'être exterminés ou qui attendent d'exterminer, répondit Corsair d'une voix grave et autoritaire. Cet espace est le nôtre. Vous vous retirerez ou nous vous en chasserons. Le vice-amiral Stris avança sa voix suffisamment basse pour que la transmission ne la capte pas. Monsieur, nous devrions peut-être retirer nos AR. Le rire de queue coupa l'avertissement de Streur. Avec quoi vos misérables canons électromagnétiques, vos jouets nucléaires? Il se pencha vers l'écran, montrant les dents dans ce qui passait pour un sourire chez les siens. Dites-moi, amiral Corsair, savez-vous ce que fait un rayon de conversion à un vaisseau sans énergie? Je sais ce que vos boucliers sont censés faire. Corsair répondit imperturbable. Je connais votre flotte d'extermination, vos boucliers, vos armes, vos tactiques. Je sais tout de vous, amiral Kyr, mais vous ne savez rien de nous, rétorqua-t-il en plissant les yeux. Vous feriez bien d'y réfléchir tant que vous le pouvez encore. Quelque chose dans le ton de l'humain fit frémir les écailles de Kehar, mais il refoula cette sensation.
Vous semblez remarquablement calme, sale vermisseau. Vous savez que je ne suis pas seulement ici pour vous tuer, n'est-ce pas? Je vais rayer votre espèce de la surface de la galaxie, tuer jusqu'au dernier de vos enfants muants. Quand j'aurai fini, la planète Dirt ne sera plus qu'une boule de roche en fusion irradiée. Tu sembles remarquablement calme pour un homme qui va mourir, l'expression du Corcérès durcie et ta flotte avec toi. Dernière chance, Keyar, fais demi-tour maintenant, le pont du Ravaging Flame est silencieux. Même le capitaine Bissac a interrompu ce tâche pour observer l'échange. Keyar se redressa, de toute sa hauteur. Sa voix baissa jusqu'à devenir un murmure inquiétant. Tu ne pouvais pas imaginer le nombre de morts derrière moi. Il commença à faire les 100 pas, sa queue fouettant le sol derrière lui. Mon peuple détruisait des mondes, alors que le tien apprenait à faire du feu. Les Votars sont la plus ancienne et la plus grande race guerrière connue des Sapiens. Je suis son amiral le plus accompli, à la tête de sa flotte la plus accomplie. Vos vaisseaux seront mis en pièces par des armes que vous pouvez à peine imaginer. Je détruirai vos défenses comme j'en ai détruit des milliers avant vous. Vos villes brûleront, vos armées seront réduites à leurs atomes constitutifs, vos océans bouilliront. Kigar cessa d'arpenter la pièce et fixa Corsair d'un regard prédateur. Et quand ce sera fini, quand votre espèce ne sera plus que poussière, personne ne se souviendra, pas même moi. Tout au long du discours de Keyar, l'expression de Corsair ne changea pas. Il se contentait de regarder comme on regarde un enfant ennuyeux ou un insecte particulièrement bruyant. Lorsque Keyar eut terminé, l'amiral humain hocha une fois la tête. « Je vois que la diplomatie n'est pas à l'ordre du jour, » dit Corsair. « Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. » La transmission fut coupée brusquement, laissant l'écran noir. Le vice-amiral, qui était resté immobile, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, la flotte humaine maintient sa position, mais je détecte une augmentation des mesures d'énergie provenant de leur système d'armement. Laissez-les armer les armes primitives dont ils disposent. » Keyar lui répondit. « Je serais déçu s'ils n'essaient pas au moins de se battre, monsieur. » Le capitaine Bisn intervint. « Ces vaisseaux n'ont pas de bouclier. Nous pourrions lancer torpilles depuis ici et les détruire tous sans avoir à nous approcher. » Kigar réfléchit un instant, puis répondit « Non, capitaine. » Il désigna l'écran des capteurs. Ils disposent de systèmes de défense cinétique, point défense ponctuelle. Certains pourraient en survivre. Gardez les armes et les boucliers. Prêts. Mais ne lancez rien. Ces saletés ne savent pas dans quel pétrin elles se trouvent. Je ne veux pas les avertir avant que nous soyons plus près. Son cou frémit d'anticipation. C'est tellement plus simple quand ils n'ont pas la possibilité de fuir. Alors que la flotte Votar avançait, Kigar remarqua le regard troublé de ST passant de l'écran tactique à l'obscurité de l'espace au-delà. L'attention du vice-amiral revenait sans cesse vers la ceinture d'astéroïdes où des signatures énergétiques continuaient de clignoter à la limite de la portée de leurs capteurs. « Qu'est-ce que c'est, vice-amiral Keyar » demanda-t-il. « Vous regardez l'écran des capteurs comme s'il allait vous mordre. »« Je ne sais pas. » « Mon instinct me dit que quelque chose ne va pas, » admit le grand amiral Sainte. Mais il désigna les relevés. « Tout ce que les capteurs détectent, ce sont quelques stations spatiales, peut-être une douzaine de vaisseaux, » demanda Jeanne Cigar, plein d'espoir. « Ce serait bien que ces lâches se montrent et se battent de leur propre chef pour une fois, monsieur l'humain. » St secoua la tête. « Ce ne sont pas des vaisseaux de guerre non plus, ils ne sont pas armés. Je pense que ce sont des cargos. Des mineurs d'astéroïdes. » Keyar acquiesça. Étrange qu'il continue de travailler au lieu d'essayer de fuir et de se cacher. « Je le pensais aussi, » dit Saint. « Je les surveille depuis un moment, et j'ai même demandé au capitaine Bissac de les scanner. D'après ce que nous pouvons voir, ce ne sont que des mineurs. » Il grimaça. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque chose cloche. » Les premiers impacts contre les boucliers ravagés par les flammes ne furent enregistrés que comme légères ondulations de lumière à travers la barrière énergétique. Keyar observait avec un amusement non dissimulé,
tandis que des flots de projectiles accélérés magnétiquement rebondissaient sans danger contre les défenses de sa flotte. « Ils visent de nos générateurs de boucliers », rapporta le capitaine Bizac, son ton professionnel trahissant une pointe d'incrédulité. Les humains semblent utiliser des projectiles en carbure de tungstène. Du carbure de tungstène? Ricana Kigar. Comme c'est pittoresque. État de nos boucliers, ils tiennent à 98%, monsieur. Les impacts sont enregistrés, mais les dégâts sont négligeables. Le vice-amiral Strie examina l'écran tactique avec une inquiétude croissante. Monsieur, les vaisseaux humains maintiennent leur distance. Ils se dispersent pour nous attaquer depuis plusieurs vecteurs. Bien sûr, répondit Kirk d'un ton dédaigneux. Il n'y a pas de limite de portée pour la cinétique dans l'espace. Les projectiles maintiendront leur vitesse indéfiniment. Il regarda une autre série de tirs de railguns étinceler contre les-boucliers. Je me demande s'ils ont les capteurs nécessaires pour savoir à quel point leurs petits canons. Devrions-nous envisager de riposter avec des torpilles à longue portée? Suggéra Strie. Leur système de défense ponctuel semble limité, nous pourrions... Keyar l'interrompit. Nous ne voulons pas qu'ils s'enfuient. N'oubliez pas que leurs vaisseaux seront bientôt réduits en atomes. Laissons-les attaquer autant qu'ils veulent jusqu'à ce que nous soyons à portée. Il désigna l'écran tactique. Regardez leurs trous. Pas de bouclier, juste un blindage de base. Ils seront atomisés en quelques secondes. Une nouvelle vague de projectiles s'abattit sur les boucliers, cette fois concentrés sur un seul point. Puissance des boucliers à 90 995% dans la section 4, rapporta Bizac. Ils deviennent plus précis dans leurs tirs, tant mieux pour eux, dit Keyar. État de nos systèmes d'armement? Toutes les armes sont chargées et prêtes, monsieur. Nous entrerons dans le champ de tir dans environ 1 heure, répondit Keyar Akiesa avec satisfaction. Parfait. Ces salauds sont assez courageux quand ils lancent des pierres de loin. Voyons s'ils sont aussi courageux quand les vraies armes commencent à riposter. Il se tourna vers Stair, qui était toujours renfrogné devant l'écran tactique, toujours inquiet pour nos amis primitifs. Quelque chose ne va pas, marmonna Strie. Leur schéma d'attaque est organisé, précis. Ils visent nos points faibles, comme s'ils comprenaient les capacités de nos vaisseaux. Mais s'ils savent ce dont ils sont capables, ils doivent savoir que leurs canons électromagnétiques sont inutiles. Il leva les yeux vers Keyar. « Monsieur, je recommande vivement de lancer les torpilles maintenant. Nous pouvons réduire leurs effectifs avant qu'ils... » « Avant qu'ils quoi ?» Keyar haussa un sourcil. « Avant qu'ils n'égratignent notre peinture avec d'autres pierres. » Il désigna l'écran de visualisation où une nouvelle vague de projectiles se dissipait contre leurs boucliers. Leur défense ponctuelle détruirait la plupart de nos torpilles. Nous devrions lancer tout notre arsenal pour être sûrs de tous les détruire. Je ne veux pas abandonner mes torpilles. Saint, ne limitez jamais vos options quand vous n'y êtes pas obligés. Saint. Il ouvrit la bouche pour protester, mais la voix du capitaine Bis l'interrompit. Monsieur, nous serons à portée de tir dans seulement 40 minutes. La flotte humaine maintient sa formation actuelle et sa cadence de tir, mais il fronça les sourcils. Ils avancent droit sur nous. Est-ce que... Keyar se cala dans son fauteuil de commandement, observant le spectacle lumineux des impacts, contre ses boucliers. Il avait dit auparavant que l'esprit primitif était trop stupide pour survivre. Il semblait déterminé à lui donner raison. Comme c'est intéressant. Informer la flotte de maintenir le cap et la formation si ces primitifs veulent accélérer leurs pertes. Je ne vois aucune raison de les en empêcher. Comme pour répondre à ces paroles, une nouvelle vague de projectiles s'abattit sur les boucliers, leurs impacts créant une cascade de lumière à travers la barrière énergétique. Keyar sourit en imaginant le désespoir grandissant que devaient ressentir les humains. Comment devait-il être de voir la mort venir à vous et de lui lancer tout ce que vous aviez, tout en sachant que cela ne servirait à rien remarquer? Ces misérables n'étaient pas des lâches, au moins ils mourraient plus courageusement que la plupart des gens. C'était vraiment dommage, aussi pathétique que les Durling aient pu paraître, ils se battaient avec intelligence et courage. Si les Jalens leur avaient donné une technologie avancée, Keyar aurait enfin pu avoir un vrai combat à mener.
Au lieu de cela, les humains recouraient à des pierres, ils mourraient inutiles et frustrés, sans le réconfort d'avoir abattu un seul ennemi avec eux. Gigard secoua la tête. Il se souviendrait d'eux malgré ce qu'il avait dit à leur amiral. Ils méritaient au moins cela pour leur nom ridicule, si ce n'était pas plus. Le capitaine Bis perdit son sang-froid pour la première fois depuis le début de l'engagement. Il semblait inquiet. « Salut, amiral. Plusieurs objets de grande taille en approche. Vecteur depuis la ceinture d'astéroïdes. » Kehar se redressa dans son fauteuil de commandement. « Montre-moi l'écran tactique. » L'écran se transforma, révélant un flot d'énormes... Des objets fonçaient dans l'espace vers sa flotte tandis qu'il en voyait apparaître d'autres derrière eux, leur nombre augmentant à chaque seconde. « Analyse, Kehar !» ordonna-t-il. « Il semble s'agir d'astéroïdes, monsieur !» rapporta Bissac d'une voix grave. Leur diamètre varie entre 200 et 1500 km, leur vitesse initiale est de... Il s'interrompit pour vérifier les chiffres. « Monsieur, ils accélèrent actuellement à 0,2% de la vitesse de la lumière. » Un éclat de rire s'échappa de la gorge de Kehar, la gorge de Kehar. « Des astéroïdes? Ces primitifs nous lancent littéralement des rochers !» Il secoua la tête, incrédule, puis fronça les sourcils. « Attendez, vous avez dit 2000% de la vitesse de la lumière? »« Oui, monsieur. »« Capitaine Bisac. » Frills eut un rare élan d'émotion, inhabituel chez un professionnel tel que lui. Ils continuent d'accélérer, ils sont à 3000% de la vitesse de la lumière. Vitesse de la lumière maintenant. Un frisson parcourut les jambes du grand amiral. Ils lancent des pierres. En effet, les flammes ravageuses avaient les boucliers les plus puissants de la galaxie. Les boucliers énergétiques étaient une excellente défense contre les armes cinétiques, mais une masse aussi importante se déplaçant à une telle vitesse? Comment? Demanda Kehar. Les Dirtlings utilisent la propulsion chimique. Comment pourraient-ils accélérer une masse aussi importante aussi rapidement? Je ne sais pas, monsieur Bisac répondit-il. Je n'attends pas. Le capitaine fronça les sourcils, en regardant l'écran du capteur. Je détecte des signatures énergétiques correspondant à des moteurs à fusion à haut rendement fixés aux astéroïdes. Les saletés ont accroché de moteurs aux rochers, des moteurs Jalan, la collerette. Kehar se gonfla. Il la força à retomber pour que les Jalans ne s'accrochent pas à eux. Après tout, le vice-amiral Striscales avait pris une teinte pâle. « Bonjour, amiral. À cette vitesse, si nous prenons un coup, il ne pourra pas encaisser. » Finit Kehar à sa place, ou du moins, pas beaucoup. Il se tourna vers son officier de navigation. « Tous les vaisseaux, ajustez votre cap. Ces saletés pensent qu'ils peuvent nous frapper avec des rochers. Montrons-leur qu'ils se trompent. » L'immense flotte Voltar commença à changer de position, leur moteur s'emballant alors qu'ils s'éloignaient des astéroïdes. Il y avait encore beaucoup de distance entre les astéroïdes et la flotte qui s'éloignait de leur trajectoire d'ess. Astéroïdes serait alors un jeu d'enfant. Mais les astéroïdes changèrent de cap. « Ro, prends ça !» marmonna Kehar en regardant les énormes rochers ajuster leur trajectoire avec une agilité surprenante. Vitesse des astéroïdes, 8%. De la vitesse de la lumière, Bissac fit son rapport, la voix tendue. « Oh, aïe !» Il continue d'accélérer. Impact dans 26 minutes à la vitesse actuelle. Il vise des vaisseaux individuels. Sainte-Fille remarquait en pointant l'écran tactique. Les ajustements de trajectoire sont trop précis pour être aléatoires. Quelqu'un les contrôle. La queue de Kir se balançait avec agitation tandis qu'il regardait les astéroïdes se rapprocher. Les énormes rochers se déplaçaient désormais à 10% de la vitesse de la lumière, bien plus vite que n'importe quel objet naturel. Leur taille seule les rendait visibles à l'œil nu à travers le hublot du pont et ils grossissaient à chaque seconde qui passait. « C'est absurde !» grogna-t-il. « Ils nous lancent littéralement, nous jettent des rochers. Nous sommes l'ascendance Volar. Nous ne serons pas vaincus par de telles tactiques primitives. » Il se retourna brusquement. « Statut de la flotte humaine? Ils ont fait demi-tour, monsieur. Ils continuent de tirer avec leurs canons électromagnétiques, mais à une fréquence moindre.
Le professionnalisme du capitaine commençait à montrer des signes de tension. Les astéroïdes nous atteindront dans 23 minutes. Leur vitesse actuelle les rend difficiles à suivre avec nos systèmes de ciblage. Keyar regardait le Doom approcher avec une incrédulité grandissante. Ces Shumain primitifs n'avaient même pas d'armes énergétiques dignes de ce nom. Ces mangeurs de merde avaient donné à leur planète le nom de la Terre, et pourtant, ils avaient réussi à transformer leur astéroïde en projectiles guidés se déplaçant à des vitesses défiant l'entendement. C'était de la folie, et ils continuaient d'accélérer. « Pouvons-nous les détruire » demanda Keyar. « Peu probable » répondit Stror. « La plupart de nos SARM ont une portée effective de 200 000 km. Les rochers nous toucheront dans les 6 secondes suivantes. Leur entrée dans cette zone est-il, il y en a 5 000. Nous en aurions peut-être un quart avant qu'ils ne nous réduisent en débris. » Ces mots firent s'enflammer les frills de Keyar. Trop nombreux, trop rapides. La flamme ravageuse et ses compagnons Dreadnoughts étaient les vaisseaux les plus avancés et les plus puissants jamais construits, soutenus par 1 millier de croiseurs capables de détruire de mondes à eux seuls. Toute cette puissance, et ils, allaient être tués par des rochers? Inacceptable! Lancez les torpilles! Aboya-t-il. Tout l'équipage! Visez ces rochers! Le vide s'illumina lorsque des dizaines de milliers de torpilles antimatières jaillirent de la flotte Voltar. Ces armes étaient des œuvres d'art, chacune contenant suffisamment de puissance destructrice pour raser un continent. Elles filèrent vers les astéroïdes en approche, leur système de guidage garantissant une précision parfaite. Elles volaient de plus en plus vite, mais le rocher était encore loin. Keyar compta les minutes jusqu'à l'impact. Touché. Capitaine Brisne, toutes les torpilles sont sur cible. Les impacts furent spectaculaires. Des explosions se propagèrent à travers l'espace lorsque les torpilles atteignirent leur cible. Pendant un bref instant, Keyar se permita l'espoir, puis les astéroïdes émergèrent de la dévastation, complètement indemnes. « Impossible !» souffla Keyar en enfonçant ses griffes dans ses écailles. « Impossible ! Il y avait assez d'antimatière pour détruire des mondes entiers. Comment ces rochers sont-ils encore là, monsieur ?» La voix de Bis avait perdu tout, semblant de calme. Les astéroïdes sont protégés par des barrières énergétiques superposées, compatibles avec la technologie Jalia. Les boucliers des Dark Stars, les boucliers énergétiques, étaient une excellente défense contre la cinétique, mais ils étaient incroyables contre l'antimatière. L'antimatière libérait une énorme quantité d'énergie destructrice, mais seulement si elle entrait en contact avec de la matière ordinaire. Les boucliers énergétiques la rendaient inoffensive. « Temps avant l'impact » demanda-t-il. « 6 minutes » répondit Sand d'un ton sinistre. « Les armes sont prêtes, mais je sais que nous ne les aurons pas toutes. Ordonne à la flotte de se disperser. » Keyar ordonna des manœuvres d'évitement et une poussée maximale. C'était inutile. Les astéroïdes ajustèrent à nouveau leur trajectoire, suivant ces vaisseaux avec une précision terrifiante. La flotte de Keyar était puissante, mais elle n'était pas agile, pas assez agile pour esquiver des météores, déplaçant à des vitesses relatives. « Donnez-moi un canal vers leur amiral » ordonna Keyar. Sa voix était horrifiée. Non. L'image de l'amiral Corsair apparut sur l'écran de visualisation, aussi calme qu'il l'était lors de leur premier échange. Le sang-froid de l'humain ne fit qu'attiser la rage grandissante de Keyar. « Comment avez-vous fait » demande Keyar. « Comment, vous, primitifs, avez-vous réussi à transformer des astéroïdes en projectiles blindés ?»« Nous sommes primitifs », Amiral Corsair répondit calmement. « Nous ne sommes pas stupides. Nous savions que vous viendriez et nous savions que la mise à niveau de notre flotte de défense ne suffirait pas. Alors nous avons opté pour quelque chose de différent. La force de défense stellaire. » Keyar réalisa à haute voix. « Votre flotte n'était pas destinée à nous combattre. C'était un leurre. Une diversion, bien sûr. Vous auriez dû vous souvenir de la 13e loi de combat de Murphy. » L'expression de Corsair se durcit. « Si vos attaques fonctionnent, c'est que vous êtes tombé dans une nappe. Une diversion, bien sûr. Vous auriez dû vous souvenir de la 13e loi de Murphy sur le combat. » L'expression de Corsair se durcit. « Si vos attaques se passent bien,
c'est que vous êtes tombé dans une embuscade. Le premier des astéroïdes frappa le Flame, qui fit un bond en avant lorsqu'un rocher de 400 km s'écrasa sur ses boucliers à 1/10 de la vitesse de la lumière. La force de l'impact surchargea les amortisseurs inertiels du Flame. Keyar fut jeté sur le pont. Un autre impact massif frappa à proximité. Un croiseur Votar disparut dans un éclair de lumière. Keyar se releva. Il ne prit pas la peine de demander un rapport de situation au capitaine. Il s'attacha à son siège de commandement et grogna à l'égard de la créature à l'écran. « Vous devez savoir que ce n'est pas la fin, » grogna-t-il. « L'ascendance Votor viendra avec toute sa puissance. Vous et les vôtres serez écrasés comme êtes insectes sous nos pieds. » Sa collerette se gonfla de rage. « Non, amiral Keyar Corsair, » le corrigea-t-il. « Il n'y aura pas de deuxième fois. Une fois que vous serez mort, mon peuple va récupérer vos vaisseaux. Nous aurons votre technologie de bouclier, vos armes, tout ce qui rendait votre flotte spéciale. » Sa voix prit un ton menaçant. « Assière. Où tu peux te rendre maintenant. Tu ne peux pas sérieusement penser que Keyar a commencé Corsair l'a coupé. Je te donne une dernière chance, amiral. Rends-toi ta flotte. Je veillerai à ce que tes équipages soient traités humainement comme des prisonniers de guerre. Je suis un guerrier de l'ascendance. » Votar Keyar se redressa de toute sa hauteur, les écailles hérissées de fureur. « Même si je ne l'étais pas, c'est une guerre d'extinction. Il n'y a pas de reddition. »« Je suis désolé de l'entendre, » Corsair déclara simplement. « Vous et les gens, vous vous ressemblez beaucoup, vous savez, très avancés, mais pas aussi intelligents que vous le pensez. » Il secoua la tête. « Ils se sont moqués de nous quand nous leur avons révélé notre plan Salut amiral Rizn au rapport. Nous détruisons les rochers aussi vite que possible, mais la masse principale va bientôt nous atteindre, il y en aura trop. Pour les arrêter, évitez-les autant que possible, dit-il en se retournant vers le sale, la voix pleine de rage. Savoure cette victoire, humain. Tu n'auras pas d'autre chance, ce truc ne marchera pas une deuxième fois. Ce ne sera pas nécessaire, Corsair répondit. Je ne pense pas que tu comprennes ce qui se passe ici, l'humain. L'expression de l'amiral se durcit, les jalons se moquèrent de notre plan au début, mais ils cessèrent de rire une fois que nous leur expliquèrent ce qui se passe ici n'arrive pas seulement à vous. Toutes les flottes d'extermination Votar, dans l'espace Jolan, ont été attirées dans le même piège. À la fin de cette journée, votre ascendance n'aura plus un seul vaisseau. L'un des autres cuirassés s'écrasa lorsqu'un astéroïde traversa ses boucliers. À travers le hublot, Keyar pouvait voir d'autres astéroïdes approcher. Leur forme massive était désormais clairement visible sur fond d'étoiles. Un deuxième rocher s'écrasa dans les flammes ravageuses. Keyar fut sauvé par les sangles de son siège, mais plusieurs autres officiers furent projetés à travers le pont et s'écrasèrent contre les cloisons. Certains d'entre eux ne se relevèrent pas. « Sir, Bizak !» rapporta-t-il d'une voix tendue. « Nos boucliers ne résisteront pas à un autre impact. L'énergie cinétique est tout simplement trop importante. » Car se débattit dans une rage impuissante. Tout allait de travers. Sa flotte, jusqu'alors invaincue, armée des armes les plus avancées de l'espace connu, était systématiquement détruite par des rochers maudits venus du vide. « Visez leurs moteurs. Si nous pouvons désactiver leurs propulseurs, ils ne pourront plus bouger. » Stri intervint. Même si nous pouvions toucher les moteurs, cela n'arrêterait pas les rochers à temps. Il secoua la tête. « Je suis désolé, monsieur. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Je savais que quelque chose n'allait pas. Personne n'aurait pu prédire cela. » Keyar dit à son ami, « Si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. » Une forme massive effaça les étoiles alors, qu'un des astéroïdes fonçait sur la flamme ravageuse. Un gros, de 1400 km de diamètre. Keyar pouvait voir le bouclier énergétique scintiller autour de sa surface. La technologie Jalia était si avancée que ces primitifs ne pouvaient probablement pas deviner comment cela fonctionnait, et ils l'utilisaient pour lancer des rochers. Le pire, c'est que ça marchait. Non, ce n'était pas le pire. Le pire, c'est que Keyar croyait les créatures de terre. La flotte d'extermination de l'amiral Kern n'était pas la seule à être détruite. Les Votar, étaient des guerriers et ils poursuivaient les galons depuis une décennie.
Les attirer serait facile. Calculer le moment où toutes les flottes seraient reprises en embuscade en même temps serait plus difficile, mais pas de beaucoup. Kigar n'était pas seulement en train de perdre sa vie ou sa flotte, il perdait une guerre d'extinction. Ce n'est pas possible, grogna-t-il dans le cale. L'ascendance Vor règne en maître depuis des dizaines de milliers d'années. Nous ne serons pas vaincus par une bande de primitifs mangeurs de crottes. Des primitifs? Corsair haussa un sourcil. Peut-être. Amiral, mais nous sommes efficaces. Nous sommes des primitifs, nous sommes pratiques, et surtout, la voix des humains porte le poids du jugement dernier. Nous sommes innovants. Adieu, Amiral Kehar. Vous m'avez dit que nous ne serions pas oubliés, mais je ne vous offrirai pas la même insulte. Vous serez souvenu. Sa voix était aussi froide que le vide lui-même. Vous ne serez pas pleuré. La connexion fut coupée à travers le hublot. Kehar regarda l'astéroïde remplir son champ de vision, son bouclier ondulant d'une puissance à peine contenue. Dans ces derniers instants, il ordonna une transmission, un dernier avertissement désespéré à le reste de son peuple. Kigar allait mourir, mais s'il avait beaucoup de chance, son peuple pourrait survivre. Puis il prononça ce qui allait être ses derniers mots. « Ridicule », cracha-t-il. L'astéroïde frappa la flamme dévastatrice avec une force apocalyptique. Les boucliers du Dreadnought se brisèrent. Incapables de résister à l'énergie cinétique d'un rocher, de la taille d'une lune se déplaçant à une vitesse relativiste, l'impact éclata le vaisseau comme un œuf, tout s'écroula comme s'il était fait de papier. La dernière chose que le grand amiral Votas Kigar vit fut son pont qui se dissolvait dans la lumière et le feu. L'amiral Corsair regarda la destruction depuis son centre de commandement sur la base Luna. Les astéroïdes restants traquèrent méthodiquement les derniers vaisseaux Votar, ne laissant que des débris et des épaves brisées. Il vit la dernière transmission de Keharet sourit. C'était trop peu, trop tard. La flotte jaillia dans le système Tingavneh de faire son rapport. Son officier tactique l'informa que l'embuscade avait réussi. « Excellent », acquiesça Corsair avec satisfaction. « Félicitez les Jalen de ma part, » dit-il en se tenant debout, les mains jointes derrière le dos. « Je pense que c'est tous. L'ascendance Votar a perdu toute sa flotte en un jour. Je n'arrive toujours pas à y croire ça a marché, monsieur. » Le lieutenant-commandant Spriggan sourit. « Vous savez qu'on va entrer dans l'histoire, n'est-ce pas? Les médias s'appellent déjà ça le coup de Corsair. »« Merde, » grimaça Corsair. « Ils l'ont nommé après moi. C'était votre plan, monsieur, » fit remarquer Sprin. « Bon sang, l'amiral serait célèbre maintenant. Il ne voulait pas être célèbre. La célébrité semblait être une source de problèmes. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose de spécial. Tu as mis en place une opération interstellaire avec plusieurs espèces extraterrestres, fit remarquer Spren. Puis tu as vaincu la plus puissante armée de la galaxie en une seule journée en utilisant la technologie d'une manière que personne n'avait jamais vue auparavant. Arrête de rendre ça impressionnant, objecta l'amiral. J'ai organisé une embuscade et convaincu une bande d'extraterrestres de lancer des pierres. Tu vas être célèbre quand même, monsieur. Le visage de Sprigg était impassible, mais ses yeux brillaient de rire. « Je peux avoir votre autographe? Tais-toi, Spren. »« Oui, monsieur. » Le lieutenant-commandant réprima son sourire avec une discipline impressionnante. « Et dire que V t'a traité de sale primitif, il avait raison ?» lui dit Corsair en lui lançant une pierre, l'une des choses les plus primitives que l'on puisse faire. Il haussa les épaules. Primitif n'est pas toujours un gros mot, SPR. Si la force brute ne marche pas, c'est que tu n'en utilises pas assez.